Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners, bienvenue dans Coup de canon. On est de retour pour débriefer de la demi-finale retour de la Ligue des Champions qui avait lieu hier soir puisque on enregistre jeudi matin. On va pas dire à chaud, on va pas dire à froid non plus puisque le match est encore bien dans nos têtes et la déception de l'élimination également bien présente. Euh, Avant de présenter mon intervenant et mon invité du jour, je tenais juste à m'excuser pour les deux derniers matchs qui n'ont pas eu leur podcast de débrief. Le premier était la demi-finale aller de la Ligue des Champions et malheureusement, on n'a pas réussi à réunir suffisamment d'intervenants pour vous proposer le podcast de débrief. Il y avait une équipe qui avait été prévue, mais des contraintes et des aléas de la vie personnelle ont fait que certains intervenants n'étaient plus disponibles au dernier moment. Et donc, on n'a pas pu l'enregistrer. Alors, on trouve que c'est bien dommage de ne pas l'avoir fait pour une demi-finale de Ligue des Champions, mais parfois, la vie reprend son cours bien avant le football. Et c'était assez compliqué. Et puis ensuite, le match contre Bournemouth, rien à voir avec la défaite, puisqu'on débriefe tous les matchs depuis le début de la saison. Mais là également, un manque cruel de participants, d'intervenants et d'animateurs nous a empêché de vous proposer les deux derniers contenus. Mais on est bien là de retour, donc ce matin, ce jeudi matin, accompagné de Jonathan. Welcome Jonathan. Salut Raoul, bonjour tout le monde. L'intonation n'est déjà pas la même, Jonathan. Si, ça va très bien, ça va très bien. Jonathan qui s'est levé au milieu de la nuit pour regarder la demi-finale retour depuis la Malaisie et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être présent avec moi ce matin. Jonathan, je le disais en introduction, demi-finale retour de la Ligue des Champions. Arsenal avait été battu à domicile la semaine dernière, 1-0. Et si la performance de nos Gunners n'avait pas forcément été au rendez-vous dans ce match aller, le résultat final nous laissait espérer le meilleur pour hier, puisqu'on était mené que 1-0 et que finalement, sur une confrontation aller-retour, bah, t'es mené 1-0 à la mi-temps, tout est encore jouable, même si le match retour a lieu au Parc des Princes. Je l'ai dit, Arsenal défaite 2-1. On va revenir sur cette rencontre, Jonathan, mais moi, j'aimerais commencer ce podcast en te demandant quel est ton état d'esprit donc ce matin en France, cet après-midi chez toi, après l'élimination. Est-ce que c'est de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la déception? Je sais pas, voilà, juste voir comment toi, en tant que supporter d'Arsenal, tu te sens quelques heures après l'élimination. Bah écoute Raoul, je veux pas en dire trop parce que ça va toucher un petit peu l'instant passion dont j'ai envie de parler plus tard, qui touche sur le dur apprentissage de la Champions League. Mais écoute, on se dit toujours que tout est possible parce que c'est du football et on y croit, c'est notre club donc on va y croire. Après, s'il devait y avoir une fin logique à cette confrontation, elle a été respectée. Donc, de toute façon, maintenant, on peut plus rien y faire. Faut tirer les leçons de ce qui s'est passé et avancer. Ok. Mais oui, j'aimerais qu'on revienne un peu plus tard sur l'apprentissage Champions League. Oui, je suppose que ça va être l'instant passion, visiblement. Et ben du coup, on y arrive tout de suite avant la composition des équipes, Jonathan. L'instant passion, le coup de cœur ou le coup de gueule de la rencontre d'hier soir. La parole est à toi. Non, bah, comme je le disais, enfin, je vais pas trop développer dessus, mais on a été hors de la Ligue des Champions pendant des années. On est revenu l'année dernière. On a fait quart de finale contre le Bayern. Là, on a fait une demi-finale contre le PSG. On n'arrive pas au sommet du football européen dans un claquement de doigts, quoi. Donc, euh, donc ça fait partie de l'apprentissage. Du coup, Ce qui c'est s'est passé plutôt, hier, en tout cas. du coup, t'es plus dans un coup de cœur finalement, dans la progression, l'apprentissage européen. Non, je suis pas dans un coup de cœur ou un coup de gueule. Je suis dans
dans le pragmatisme, mais ça fait partie de la vie d'un club qui veut arriver tout en haut. Si on avait réussi à se défaire du Paris Saint-Germain, ça aurait été une surprise pour tout le monde. C'est quand même eux qui étaient les favoris. Non, non, je pense que le chemin suit son cours. Et c'est Rice qui en parlait hier en conférence de presse et qui disait bah, que pour gagner, que pour arriver au sommet, il y a beaucoup de fois où il faut tomber. Je crois que c'est Arteta aussi qui a parlé de Marquinhos, où il disait, écoutez, regardez Marquinhos, ça fait 11 ans qu'il est au PSG, ça fait tant d'années qu'il se casse les dents sur la Champions League, bah là, ils arrivent en finale. Et ça peut pas arriver comme ça d'un coup. Oui, oui, il y a un long. On peut prendre l'exemple de City aussi, hein, qui a mis un temps énorme avant de la gagner. Pardon. Donc effectivement, c'est très, très pragmatique ce que tu dis là. Et là, du coup, il y a le côté un petit peu passionné et qui Parce que la grosse s'en va. Et là, déception, du coup, on n'est plus sur un côté vraiment dans l'analyse. Tu as raison la, avec la- le la- recul. la grosse déception, si on veut être honnête, c'est pas en Champions League la grosse déception, hein. On est bien d'accord. Mais Donc ça, c'est en football domestique. le temps des bilans va venir bientôt puisqu'il reste 3 matchs de championnat. Euh, Jonathan, on parle de la compo. Aucune surprise côté Gunners. Je pense que on aurait pu l'annoncer même avant le match aller, puisqu'on savait qu'avec le retour de suspension de Thomas Partey, on allait retrouver le fameux milieu Partey-Rice de garde, ce qui a été le cas, que devant ça n'allait pas bouger. Donc du coup, on va quand même la donner. David Raya au but, de droite à gauche, Timber, Saliba, Kivior et Lewis Kelly. Milieu de terrain, je viens de donner, Partey en 6, Rice en 8, de garde en meneur de jeu. Et devant, Martinelli à gauche, Merino en 9 et Saka à droite. Côté parisien, il y avait une incertitude sur Dembélé qui avait été levée en disant qu'il serait dans le groupe pour la rencontre. L'entraîneur a décidé de le faire commencer sur le banc. Sinon, c'était une équipe complètement type de Paris avec Donnarumma au but. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes derrière. Leur fameux milieu de terrain, Vitinha, Neves et Fabian Ruiz. Et devant, donc on avait Gvara à gauche, Doué à droite et Barcola en pointe en lieu et place de Dembélé. Je- la question est traditionnelle, je la pose, Jonathan, mais aucune surprise sur cette compo. Est-ce que peut-être toi, de ton côté, tu attendais peut-être un petit coup magique d'Arteta ou tu attendais, tu espérais cette compo-là? Non, non, aucune surprise. Vous m'avez dit que ça aurait été quoi? Ça aurait été Nwaneri à la place d'Odegaard. Ça m'étonnerait que pour un demi-finale retour de Ligue des Champions, il laisse son capitaine sur le banc. Donc non, il n'y a pas zéro surprise. Il a fait ce qui devait être fait avec ce qu'il avait. De toute façon, il n'avait pas vraiment le choix. Donc. Ouais. Euh, Jonathan, la première mi-temps, on y vient tout de suite. Euh, Absolument. Ouais, ouais, vas-y. c'est le première mi-temps qui finalement, ou en tout cas cette entame de match, qui finalement donne beaucoup d'espoir, je trouve, aux supporters d'Arsenal, puisque dans les 10 premières minutes, on a très clairement 3 occasions franches, je pense qu'on peut le dire. Deuxième, quatrième, septième, avec la tête de Rice au second poteau qui passe moins d'1 mètre à côté du but de Donnarumma. On a cette longue touche de Thomas Partey sur Martinelli qui la reprend plein du pied, mais qui la reprend plein axe sur Donnarumma et qui la sort. Et surtout cette fameuse frappe du capitaine Ødegaard à la septième, avec une magnifique détente de Donnarumma. Euh, C'était une entame de match, d'après moi, parfaite dans ce que l'on voulait faire, les mettre sous pression, les mettre en danger, les faire douter. Il n'aura manqué finalement que la finition sur ces occasions-là. Comment tu as ressenti le début de rencontre, sachant que vu qu'on n'a pas débriefé du match aller, rappelons-le quand même que au match aller à l'Emirates, on a pris quand même le bouillon pendant la première demi-heure. Écoute, je pense qu'on a très bien attaqué le match.
Je crois qu'après 15 minutes de jeu, on a 69% de possession de balle, ce qui est énorme. Comme tu l'as dit, il y a eu ces trois actions, Rice, Martinelli, Odegaard. Il y a Martinelli qui va au charbon sur la gauche avec Hakimi et qui n'a pas à rougir, en tout cas de ce début de match, qui fait le travail et qui s'en sort plutôt pas mal. Et en fait, moi, ce match, je le découvre vraiment en trois parties. Il y a cette entame de match jusqu'à la 27e. Après, il y a un gros passage pour Paris et Arsenal se réveille en fin de match. Mais c'est vrai que ce début de rencontre est très encourageant en tout cas. On se dit qu'il y a moyen, on se dit qu'il y a de l'intensité. Odegaard qui nous fait ça à la 7e minute, bon, bah, on peut se permettre d'y croire. Mais bon, après, le match s'est passé différemment, quoi. Mais en tout cas, ce qu'on voit au début est très réconfortant. Euh, on savait aussi que la clé de ce match-là, on en avait quand même pas mal parlé, les médias en parlaient, etc. C'était que Arsenal étant mené au score sur la confrontation du match aller, Arsenal allait devoir se découvrir aussi et que on redoutait un petit peu les contres fulgurants du Paris Saint-Germain. Première alerte à la 17e minute avec le poteau de Gvara qui part côté gauche et qui enroule, qui met complètement hors de portée Raya, qui est archi battu sur la frappe enroulée, mais le poteau vient nous sauver. C'est la première alerte, finalement. Et puis, si on déroule un petit peu plus cette première mi-temps, on arrive quasiment à l'heure de jeu, pardon, et la 27e minute dont tu parles, toi, dans le découpage de la première mi-temps, avec l'ouverture de Ruiz. Il y avait encore une petite autre alerte avant, hein. 21e, il y a Saliba qui fait une passe assez molle. Désiré Doué la récupère. Et Oui, bon, c'est vrai. il bute sur Raya. Mais il y a encore eu un petit Une, à-coup. une Mais petite alerte. Oui, non, tu as raison. voilà. Mais Euh, Arsenal est toujours la tête hors de l'eau à ce moment-là. 27e minute de jeu, coup de pied arrêté, frappé par Vitinha, côté gauche. Défendu, je dis pas bien défendu, mais défendu par Thomas Partey de la tête, mais qui malheureusement, et ça on connaît, comment dirais-je, le côté cruel de la chose, c'est-à-dire qu'il dégage la balle de la tête, mais plein axe. Et Fabien Ruiz, tu as un contrôle orienté de la poitrine, élimine Martinelli qui était venu le presser et met une frappe demi-volée du pied gauche, Superbe. frappe placée. Raya ne peut absolument rien faire. Mais sur ce but-là, en fait, c'est là où on voit que tout est dans le détail. C'est-à-dire que Thomas Partey, et là, franchement, j'ai pas envie de lui jeter la pierre, mais en même temps, quand même un peu, sur ce genre de relance ou de dégagement de la tête, il est au duel sans vraiment l'être et finalement la balle il peut la mettre sur le côté, il peut la mettre partout ailleurs, mais il doit pas la mettre là quoi. Plein axe, c'est c'est cruel, mais sachant que Paris aura gagné quasiment l'ensemble des seconds ballons pendant toute la rencontre, bah, Fabien Ruiz bien présent, élimine Martinelli. Franchement, Martinelli il revient, il fait ce qu'il peut, mais emporté par son élan et par le contrôle orienté de la poitrine de Ruiz ne peut rien faire. Et puis la frappe, elle est pure, elle est sèche. Et ça donne l'occasion à Paris d'ouvrir le score. Un petit. Je ne sais pas si on peut parler contre le cours du jeu, mais en tout cas, c'est le moment de la bascule où finalement, Arsenal aura dominé presque la première demi-heure, à l'inverse du match aller. Et Paris nous éteint un petit peu finalement avec ce but-là. Absolument, mais surtout, enfin, moi j'ai quand même vu dans cette 30 premières minutes pas mal d'opportunités, que ce soit pour Odegaard, Louis Kelly ou Saka qui portent bien le ballon, mais où l'action se termine par une mauvaise prise de décision, où ça garde le ballon trop longtemps, ça tergiverse un peu, au lieu de réagir à l'instinct, et du coup, tu pars d'actions qui partent super bien, qui peuvent donner quelque chose, à quelque chose qui se finit en l'autre boudin, et où Paris récupère la balle derrière, quoi. Donc c'est au-delà des actions qu'on a eues où Donnarumma était présent. Nous, à chaque fois qu'on avait l'opportunité, on n'a pas fait on n'a pas fait les bons choix. Qui est bon, bah, l'histoire d'Arsenal depuis 2, 3 mois, de toute façon. Mais
J'ai trouvé ça vraiment frappant. J'ai vraiment vu ouais, MLS, Saka et Odegaard avoir des actions comme ça, où ils sont dans des bonnes positions, bien placés, ils arrivent bien à faire progresser la balle, et au final, ils ne trouvent pas de solution de passe et ils s'en mêlent les pinceaux. Ouais. Dans la foulée, il y a une nouvelle contre-attaque de Paris à la 30e. Gvara qui accélère quasiment dans l'axe, qui va décaler à sa droite Barcola, qui crochette Lewis Kelly. Et là, retour monstrueux de Declan Rice. Il se fait aussi un petit peu pardonner sa faute qui a conduit au coup franc du but, hein. Parce que le coup franc sur lequel marque le Paris Saint-Germain, c'est suite, c'est suite à une de ses fautes, où il a pris un jaune d'ailleurs. Oui, alors oui, bien sûr. Est-ce que maintenant, ouais, oui, j'ai pas. Alors, on se dit tout hein, aux auditeurs. Vu qu'on a enregistré le podcast ce matin, j'ai pas regardé le match seul chez moi. Je suis allé bosser au bar et j'ai regardé au bar, sauf qu'on s'est fait complètement défoncer tout le match et que du coup, moi, j'ai vraiment levé les yeux vers la télé de temps en temps, mais j'ai pas tout vu, donc j'ai pas la faute de Rice en tête. Mais de là à dire que bah, je trouve que entre le moment où il y a la faute, le coup franc qui est tiré, la relance de Partey, Ruiz qui fait ce qu'il faut, la frappe puissante, c'est un peu peut-être un peu dur. Mais oui, effectivement, on peut dire qu'il se rachète à ce moment-là, mais il aura été énorme et son retour, il reste Ah oui, oui, monstrueux. non, Moi, le retour est fantastique, j'aimerais c'est avoir ça. la stat de Rice sur les kilomètres parcourus hier en forte intensité. Elle doit être assez exceptionnelle. Euh, on avance dans la mi-temps. J'essaie de regarder s'il y avait encore d'autres, pardon, s'il y avait encore d'autres occasions qui méritaient d'être signalées. De mémoire, moi, j'ai rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu d'occasion, mais il y a eu des situations, mais de vraies occasions, je ne pense pas. En tout cas, on arrive à la mi-temps. Paris mène 1-0, score cumulé 2 2-0 pour, 0 pour Paris. On se dit que. En fait, je te promets que moi, à ce moment-là, je me dis, c'est pas mort. Bah, c'est À pas mort, parce que si 2-0 tu arrives pour à Paris. marquer, C'est si ça. tu marques un but, tu reviens dans le game tout de suite. Donc, C'est ça. Et je me dis qu'on a les occasions et qu'au final, on fait pas une mauvaise première période, hein, finalement. Hein. Parce que voir Paris en difficulté comme ça à la maison, alors on les a vus contre Villa à Villa Park sur le match retour en l'espace d'un quart d'heure, mais encore une fois, ils avaient avant assuré aussi une sorte de tranquillité, même s'ils ont eu chaud dans les dernières minutes, mais ils avaient assuré un petit peu leur tranquillité et puis le droit de subir. Mais là, je me dis que ce que a fait Arsenal au parc dans la première mi-temps peut laisser encore des espoirs. Alors, à 2-0, je me dis, si on arrive à aller arracher une prolongation, ça sera déjà bien. Je voyais pas Arsenal mettre 3 buts non plus. Pas à ce moment-là du match, en tout cas. Retour, donc, direction les vestiaires, petite pause, coaching ou pas, et retour pour cette deuxième période. Il n'y a, je crois, aucun changement signalé au niveau des deux équipes. Pardon, excuse-moi. J'ai un peu trop crié hier, je crois. Deuxième mi-temps, je défile un petit peu le déroulé du match. Je crois qu'on va arriver 64e. 64e, ouais. Euh, 64e, belle frappe enroulée de Saka qui est déviée de justesse par Donnarumma. exactement. Ouais. Pouah, quel arrêt il fait. Ah bah lui, lui, les clubs anglais, il aime bien ça, lui, hein. Ça lui plaît, hein. Bah, j'en parlais avec des amis et, parisiens et notamment également avec ceux du meilleur du PSG. Je leur ai envoyé un petit message hier, très clairement sur la confrontation aller-retour, Donnarumma qualifié Paris Saint-Germain. Bah, même, je crois qu'au retour contre Villa, c'est lui qui sort 5 arrêts et c'est lui qui garde Ouais. Paris aussi à la tête hors de l'eau. Et ce qui est assez paradoxal pour un gardien qui a été quand même, il n'y a pas très longtemps de ça, hein, je veux dire,
il y a un mois et demi, euh, les, j'allais dire les boulettes ou le manque de son côté décisif commençait à faire jaser côté Paris. Est-ce qu'il fallait le remplacer par un autre gardien? Et là, il sort deux masterclass. Il fait un sans faute sur il fait un sans faute sur les deux rencontres. Parce que le match aller, il faut pas oublier la frappe croisée qu'il va chercher au ras du sol. Ouais, il fait le taf et il participe très grandement à la qualification de Paris en finale de la Ligue des Champions. Mais la frappe enroulée, elle est magnifique de Saka. Saka que j'ai trouvé, petite parenthèse, bon, on reviendra peut-être sur les individualités par la suite, mais encore une fois, par fulgurance, mais match aller, match retour, le Starboy, au même titre que Degarde, etc. C'est vraiment dommage de ne pas avoir vu nos joueurs à leur, au niveau, alors je vais pas dire à leur niveau, mais au niveau qui nous avait habitués la saison dernière. En tout cas, la parade de Donnarumma, pardon, 64e, elle est juste magnifique. Et là, par contre, j'aimerais qu'on s'attarde très rapidement sur la 66e, 67e minute de jeu, à savoir qu'il y a une occasion pour Paris, avec Hakimi, c'est Hakimi, je crois, côté gauche, qui frappe. Ballon arrêté par Raya, ça relance, etc. Il y a une faute, et puis l'arbitre interrompt le jeu est appelé par la VAR. Et là, je regarde mon collègue, mon pote, là, avec qui je suis allé voir le match aller à l'Emirates, et il me dit, ça sent pas bon. Mais je dis, mais il y a eu quoi? Il me dit, j'ai pas vu, mais ça sent pas bon. Et en fait, Surtout qu'en fait, quelques minutes plus tôt, Saka a été fauché dans la surface parisienne. Donc, beaucoup de gens devant leur télé se disent qu'il a sifflé et qu'il va voir la VAR par rapport à la faute sur Saka. et même les commentateurs Canal le disent, parce qu'en fait, tu vois que rien n'est clair. Et, et j'ai regardé le résumé là, ce matin au réveil, et quand tu regardes l'occasion, et c'est là où moi je trouve que ça tue un peu le foot, quand tu regardes l'occasion, euh, même Hakimi, à aucun moment ne lève les bras pour demander une main. La frappe, Personne ne demande, ouais. elle est à peine ralentie, elle n'est pas déviée. Euh, je crois que tu n'as pas un supporter parmi les 45 000 du parc qui demande quelque chose. Euh, pourquoi, dans ces cas-là, euh, la VAR appelle l'arbitre pour une sorte d'erreur manifeste que l'arbitre n'aurait pas vue. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, si maintenant les Parisiens, ne serait-ce qu'Hakimi, avaient estimé que la main de Lewis Kelly empêche Il avait dévié sa vraiment. frappe. Ouais, tu vois, ok, mais là, franchement, tu regardes sur un plan large, il n'y a personne. Il n'y a personne qui demande rien, quoi. Donc, je trouve ça assez dommage. Et parce qu'on on va le signaler, donc, penalty pour Paris. Penalty arrêté par Raya. Non, mais le penalty, c'est quelque chose. Le penalty, c'est quelque chose aussi, hein. Et encore une fois, je suis très honnête et je vais vous dire ce que j'ai dit à mon pote. Quand il y a penalty, je dis ouais, penalty, là pour moi c'est mort parce que je lui dis Raya va partir 30 secondes avant et comme il l'avait fait contre Manchester. Mais Mais rassure-moi, tu as vu le penalty? ouais, ouais, la course de Vitinha, Ouais. elle est Ouais. éclatée. Moi, ce genre de penalty, et on en a rigolé avec Pierrick, ce genre de penalty, c'est le penalty dont moi j'ai horreur, lui aussi d'ailleurs, je crois. Euh, quand ça rentre dedans, on te dit que c'est super efficace, etc. Moi, ces courses-là, je trouve que c'est limite un manque de respect, quoi. Et que tu te chies la honte ton penalty, tu le manques ou qu'il est arrêté par le gardien. Il est pas super bien tiré. Par contre, Raya va bien la chercher. Le fait d'attendre le dernier moment pour partir, ça aide quand même à arrêter des pénaltys et à ne donner aucune indication. Voilà. Et du coup, si on devait retenir peut-être une morale de l'histoire, c'est que bah, on, je sais pas parler d'erreur parce que main il y a, mais l'intervention de la VAR, pour le coup, ne plombe pas nos chances à ce moment-là de qualification. Le temps passe,
le temps passe très très vite. Quand tu es mené et que tu dois revenir au score, le chrono, tu as l'impression qu'il est en x2, x3. Mais en tout cas, l'arrêt de Raya nous laisse dans le match. En tout cas, c'est ce que je me dis à la 68e minute de jeu. Et il y a un truc que j'ai trouvé également super bizarre. Je sais pas comment toi tu le sens. C'est qu'Arteta profite de la situation et du penalty tiré pour faire ses changements. Donc 68e minute de jeu. L'entrée de Calafiori pour Lewis Kelly et l'entrée de Trossard pour Martinelli. Et j'ai presque l'impression que, parce que si tu analyses les changements, on peut dire que c'est du poste pour poste, mais tu es mené 2-0, tu décides pas de faire une défense à 3, tu rééquilibres, bah, tu changes pas forcément ton organisation, pardon, même si l'entrée de Calafiori pouvait permettre aussi de faire une défense à 3. Mais tu as l'impression que le changement-là, il se dit dans la tête d'Arteta. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en regardant les images, en me disant, OK, il y a penalty, ça va faire 2-0 pour Paris. Bah, du coup, il en profite pour faire tourner, quoi. Tu vois? Je sais pas si toi, comment tu l'as analysé, ce changement avant que le penalty soit Mais attends, tiré. j'ai pas encore envie de trop plonger dedans parce que voilà, j'aimerais en parler un peu plus tard avec tout ce qu'est l'apprentissage Champions League. Mais bon, il a fait trois changements à la fin du match. Enfin, au total, il y aurait eu trois changements pour Arteta. Ça aurait été deux changements défensifs, un offensif. Quand t'es mené 2-0, enfin, c'est un peu, Hmm. c'est un aveu de l'impuissance de, de ton effectif au moment T, quoi. Ouais. Donc, Ah, mais je suis. enfin, Lewis Kelly, il prenait l'eau de toute façon depuis le début du match. Calafiori n'est pas un joueur qui me rassure. C'est quelqu'un que j'aimais bien au début, mais euh, que j'ai toujours trouvé trop fougueux à trop s'emballer. En plus de ça, il a un abonnement à l'infirmerie Hmm. de plus en plus fréquent. Donc bon, Mike Lewis Kelly était pas très bon. Faire rentrer Calafiori, ça m'a pas rassuré plus que ça, quoi. En tout cas, enfin, c'est ce que j'avais en tête à ce moment-là. Euh, on y reviendra forcément donc par la suite. Donc penalty manqué, les changements sont faits. Euh, L'entrée dans la foulée de Dembélé, mais ça, voilà. Et j'ai l'impression que en fait, on revit un scénario un peu arsenalesque, à savoir que 70e, t'as Raya qui te laisse dans le match et qui te permet encore d'espérer, pour au final, 2 minutes après, euh, prendre un pion, un deuxième but, où là encore une fois, on est vraiment dans le détail, mais si on devait le décrire, Jonathan, tu me dis si je me trompe, mais on est côté gauche, Jvara a le ballon, centre en retrait, à l'entrée des 16 mètres, et finalement, au moment du centre, Bah, personne prend ses il y a pas un responsabilités. Parisien, il y a Partey qui est face au ballon, mais qui n'attaque pas son ballon, et qui du coup Mais est ça, pressé, c'est pardon. inaction totale. Alors, Partey, j'ai vu qu'il s'est pas mal fait taper dessus sur notre réseau social préféré. Je ne rentrerai pas là-dedans. Mais autant sur le premier but, bon, c'est vrai qu'il aurait pu, avec son dégagement de la tête, la mettre autre part. Autant là, il fait rien. Là, il est au milieu, il essaie pas d'attaquer le ballon, il n'est pas agressif, il n'est pas proactif. Et bah, ce qui doit arriver arriva. Ouais, Mais là, pour le coup, de ton 6, tu attends plus de réaction, quoi. T'attends pas de dire, bon, écoute, on va voir ce qui se passe et advienne que ouais. pourra, quoi. Et, Ce qui a été le cas. et notamment pour faire une parenthèse sur Thomas Partey, c'est que avant le match, il y avait pas mal de, je sais même plus comment on les a appelés. Alors déjà certains journalistes, certains pas influenceurs, mais certains médias pro Arsenal ou supporters d'Arsenal qui disaient que le retour de Partey allait faire du bien. Alors dans un premier temps parce que Rice pouvait retrouver son poste de 8, mais surtout parce que Partey il a cette lecture du jeu pour être toujours présent là où il faut, tu sais, pour ratisser les ballons, dans la lecture du jeu, etc. Et en fait, sur ce but-là, en tout cas, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que le fait de ne pas attaquer ce ballon,
Encore une fois, on est dans le détail, mais c'est tellement cruel parce que bah, il est devancé par Dembélé, qui la donne à Hakimi, qui enroule et qui sa frappe enroulée bah Raya. Et là, du coup, tu te dis en fait, ok, on est sur la scène européenne, on est en progression puisqu'on passe de quart en demi, mais on y reviendra, bien entendu. Mais si t'es pas focus sur ce que tu as à faire pendant 2 fois 90 minutes, voire plus, et si t'as pas compris que tu dois être dans l'excellence de la première à la dernière minute, tu peux pas y arriver. Sur des Ah ouais, adversaires mais comme Paris, tu peux pas y arriver. je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que Partey est très clivant. Et donc, du coup, tu as un gros débat dans la fanbase, les pros et les anti. Les deux côtés, de toute façon, me fatiguent parce que c'est à chaque fois des arguments où on s'en sort pas. Je veux dire, si on veut faire la liste des joueurs qui ont fait des erreurs cette année dans ce match-là, tu peux en trouver des milliers. Je veux dire, avec Odegaard et le nombre de pertes de balles qu'il a depuis Noël, c'est hallucinant. Cette action, elle se passe quand même parce que c'est Kivior qui fait une passe trop molle pour Odegaard. Et c'est là où Gvara intercepte. Hmm. Donc, des boucs émissaires, tu peux en trouver un paquet. Là, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction de Partey et il fallait y aller, quoi. On court après le score. Et on peut parler de Partey, mais on peut parler de tout le monde, hein. Je pense à Par Rice. J'ai pas vu de Grinta dans le match. J'ai vu personne qui avait la rage. J'ai vu personne qui, enfin, au niveau body language, en tout cas, c'était pas là. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ce que tu as vu, mais j'ai pas senti des joueurs qui avaient faim, en tout cas. Ouais. Du coup, ça fait 2-0. Là, je me dis, waouh, ça va. 3-0 score cumulé, ça devient très compliqué. Il nous fallait en mettre 3 en l'espace d'un quart d'heure. Euh, Mais autant j'étais vraiment pas stressé avant la rencontre, autant je me dis, bah, soit tu fais une Aston Villa et t'enflammes le match et tu espères quelque chose, soit tu meurs lentement et ça finit à 3 ou 4-0. Et on a l'avantage finalement, Jonathan, de réduire le score assez rapidement après le but d'Hakimi, dès la 76e minute de jeu. Trossard, gros travail de Trossard. Et pour une fois, je suis tellement content que les non-fautes ne soient pas sifflées. Tu sais, quand Marquinhos il se couche sur le ballon, et Mhm. je veux pas stigmatiser Marquinhos, il y en a énormément qui le font. Trossard le fait également en PL, etc. Mais d'aller chercher la faute, bravo l'arbitre à ce niveau-là en tout cas. Débordement de Trossard, qui veut faire un centre en retrait, mais qui est dévié par Mendes, je crois. Ça revient dans les pieds de Saka qui veut frapper, mais finalement ça fait un crochet. Bref, il met la balle au fond, ça fait 2-1. Il reste très clairement, avec des arrêts de jeu, une bonne vingtaine de minutes. Tu reprends espoir, sachant que tu te dis que euh, Arsenal, Paris a déjà vécu ce genre de situation-là et qui sont capables de s'écrouler très rapidement. Et preuve en est, à moins que tu veuilles revenir sur le but ou dans l'analyse du but, mais preuve en est, c'est qu'on marque à la 76e et à la 80e minute de jeu, pardon, on a la balle de l'égalisation qui peut complètement tout changer. Entre les deux, entre les deux, il y a une action où Rice et Odegaard sont impliqués et qui est tellement parlante de la situation de ces deux joueurs cette saison. Il y a Rice qui fait une interception. On est sur le côté droit. Je ne sais plus si c'est Hakimi qui donne un ballon. Et Rice a le feeling. Tu vois qu'il a le feeling, qu'il sent. Il commence à se projeter dans ce half space à gauche. Il intercepte la balle. Et là, il va faire la passe à Odegaard. Odegaard qui est à ce moment-là en position de 1 contre 1. Je crois qu'il est en 1 contre 1. Saka en 1 contre 1 derrière lui. La passe de Rice est peut-être pas assez appuyée. Elle a peut-être pas assez lentement, mais en une demi-seconde, Odegaard, au lieu de foncer ou de jouer à l'instinct, ben, il va se mettre encore une fois dos au but. Et là, tout de suite, il se fait encercler. Il y a tout de suite 3 joueurs autour de lui. Et ça se finit parce qu'il fait une talonnade dans la surface qui donne rien, qui est reprise. Mais tu as ce passage où tu vois l'instinct de Rice qui est immédiat. Enfin, je t'encourage à regarder cette action qui se passe à la 79e, quand il sent ce qu'il peut faire. Et Odegaard, bah, c'est juste le yin et le yang, quoi, tout le contraire.
tout le contraire. Aucune prise de risque, boum, je me recroqueville, je me retourne et bah, je suis entouré de trois joueurs d'un coup. Mais enfin, forcément, de garde, on va en parler, mais tu as complètement raison par rapport à ça. Euh, Pardon, excuse-moi. On revient du coup sur cette occasion à la 80e. Euh, Tout est parfait, presque trop beau. Le centre, il est top. Donnarumma qui est trop court pour l'intercepter. Euh, et là, du coup, Saka, pied droit, c'est pas le pied gauche, quoi. Et Clairement. la balle s'envole au-dessus du but. Mais encore une fois, euh, j'ai souvent Wenger en tête dans ce genre de match-là, où s'il avait commenté le match, il aurait probablement dit Arsenal va encore avoir trois ou quatre occasions dans les 20 dernières minutes, tu vois, ou dans le dernier quart d'heure. Et il se trompait rarement. Parce que là, on est quand même, tu te dis, Arsenal, on revient 2-1, ils vont peut-être serrer, etc. Là, tu arrives à avoir une occasion, on peut appeler une occasion franche, hein, très clairement. Tu la mets pas au fond, c'est un peu rageant. Après, on a une nouvelle contre-attaque de Dembélé. C'est la frappe, je crois, pardon, sur Raya. Le coup franc d'Hakimi non cadré. Une batterie de, pardon, une batterie de cartons jaunes qui intervient en fin de match. Saka, Kvara, Calafiori. D'ailleurs, j'ai pas regardé si côté parisien, même si on s'en fout, s'il y a eu des jaunes qui sont préjudiciables pour la finale. Écoute, il y a eu, je crois, quatre cartons jaunes de notre côté, deux du leur. Ils ont accueilli Mendes et Guevara. Après, je j'ai pas suivi le. Et après, on Bah, s'en je pense fout. pas. Non, mais je pense pas parce que les cartons jaunes de toute façon ont été remis à zéro après le quart. Ouais, mais Donc, si tu prends un jaune à l'aller et un jaune au retour, ouais, je sais pas. Bref, on s'en bat les steaks mais pour attends, rester poli. on peut regarder rapidos, hein. Je regarde de vue. À l'aller, Hakimi et Neves sont pris. Et là, j'ai dit qui? Là, Mendes j'ai et dit. Gvara, ouais, donc du coup. Ouais. Donc, ils sont tranquilles. Ouais, bon après il y a la frappe de Trossard, mais là pareil, cette fameuse frappe, je sais pas si tu vois laquelle je parle, c'est la dernière occasion que l'on a, ou dernière action, 93e, donc 90 plus 3, pardon. Trossard, il a le ballon côté gauche, il rentre et il est dans les 16 mètres, il a le temps de frapper, il frappe pas, il a encore le temps de frapper, il frappe toujours pas, il fait un petit crochet en plus et après il veut mettre une mine, mais la défense parisienne était remontée sur lui, il allait contrer. Et ben, du coup, coup de sifflet final, libération pour les Parisiens. Le Parc des Princes s'embrase, mais pour le coup, de la bonne manière, contrairement à ce qui se passera un peu plus tard Dans les rues. dans les rues à Paris. C'est toujours très malheureux. Euh, Élimination d'Arsenal. J'ai envie de dire, j'essaie vraiment de faire ce débrief avec beaucoup de recul. J'en parlais avec Céline hier soir par message vocaux. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ont été très affectés par cette élimination-là. Euh, je sais même pas te définir quel sentiment j'ai parce qu'en fait, l'ombre de la première ligue est au-dessus de moi depuis bien trop longtemps ces derniers mois en fait. Et que j'arrive pas à dissocier les deux. Le parcours en Ligue des Champions est beau, il faut le saluer pardon, pour ce qu'il a été. Je pense qu'on termine meilleure défense de Ligue des Champions. L'Inter a quand même pris 6 dans la demi. On termine troisième de la phase régulière. On perd deux rencontres, bah, trois du coup, dans cette Ligue des Champions et à chaque fois contre les finalistes, à Milan et dans la confrontation directe contre Paris. Ça doit être souligné. Il n'y a pas un match où j'ai rougi d'être un supporter d'Arsenal où on s'est fait complètement éclater. Euh, voilà, donc moi je suis côté Ligue des Champions, encore une fois je fais pas le bilan, mais côté Ligue des Champions je suis content de là où on est arrivé, parce qu'il y a quand même beaucoup de gros noms qui sont passés à la trappe bien avant nous. City, le Real, le Bayern, pour ne citer que, qui sont des grands d'Europe.
Liverpool, qui a survolé la PL et qui se fait sortir par Paris, justement, Et qui a survolé la phase de ligue de la Ligue des Champions. et qui a survolé, effectivement. Donc, je suis assez fier de ce que l'on a fait. Bien entendu que je suis déçu parce que nous, en tant que supporters d'Arsenal, ça fait quand même depuis 2009 qu'on n'avait pas connu une demi-finale de Ligue des Champions et depuis 2006 qu'on n'a pas connu de finale de Ligue des Champions. Donc, on est quasiment à 20 ans. Et tu te dis que je sais pas si c'est la bonne année ou pas, mais en tout cas, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient réunies. Mais très objectivement, peut-être que les supporters d'Arsenal ou que les fans d'Arsenal seront pas d'accord avec moi. Je pense que sur l'ensemble des deux matchs, la meilleure équipe se qualifie. J'ai- Alors, non, je vais pas dire la meilleure, la plus régulière, la plus perfectionniste se qualifie. Et que, encore une fois, si je devais trouver une satisfaction, c'était qu'on avait annoncé que sur les demi-finales, on aurait deux grands gardiens. Je pense qu'on les a eus. On avait dit que le match se jouerait sur le milieu de terrain. Ça a été quand même relativement le cas, notamment avec cette ce match aller à l'Emirates où Merino ne fait pas un mauvais match, Rice en 6 ne fait pas un mauvais match, mais je pense que Rice en 8, il a un tel apport aujourd'hui que ne pas l'avoir, c'est quand même déjà se mettre une balle dans le pied pour un carton jaune qui était quand même largement évitable. Donc voilà, donc moi je suis pas triste, vraiment, hein, je suis pas triste. Je suis déçu de ne pas avoir la finale, mais pas triste. Par contre, je vais te dire un truc et tu vas me dire si tu me comprends, Jonathan. Je suis inquiet au Pour. lendemain. Eh ben, je suis inquiet parce qu'il nous reste 3 matchs. On va y venir après. Il nous reste 3 matchs de Ligue des Champions, de Première Ligue, pardon, et que je ne fais pas partie de ceux qui disent que terminer troisième ou quatrième, on s'en fout tant qu'on est en Ligue des Champions. Moi, absolument pas. Pour moi, il faut que si on parle très rapidement du bilan, si on compare l'année dernière, Attends, ouais, gardons-nous le dossier Première Ligue une fois qu'on aura fini. allez, Tu vas vas-y. sûrement vouloir parler. Ok. Écoute, moi, je vais en profiter pour parler de cet apprentissage de Champions League et je pense qu'on doit s'estimer heureux d'arriver en demi-finale. On est en demi-finale avec une équipe pas complètement remaniée, mais une équipe qui joue sur un pied. On a un avant-centre qui est un milieu de terrain qui était en manque de confiance, toujours en phase un petit peu d'intégration, sans pré-saison, blessé en début d'exercice. C'est lui qui a pris notre place de neuf. On joue sans notre défenseur central, un des meilleurs du monde. Et on a quand même réussi à sortir le PSV, c'est une chose, mais quand même à sortir le Real, qui est quand même le plus grand club de football du monde. Et on se casse les dents sur Paris. Paris, ils sont pas arrivés là par hasard. Paris, depuis que QSI est arrivé, ils y sont tous les ans en Champions League. Ils s'en sont pris des claques, ils s'en sont pris des remontadas, des Barcelone, des Manchester United. Ils n'arrivent pas à ça par hasard. Il y a un chemin à suivre, je pense, pour pouvoir réussir dans ce genre de compétition. Et, ben, et regarde, ils ont battu City. Ils ont battu City, ils étaient menés 2-0 au Parc des Princes, ils sont revenus 4-2. Ils ont battu les Reds à Anfield. Ils sont battus Villa sur le match. Bon, même si le retour, c'est une défaite, mais ils avaient Oui, des buts d'avance. ils éliminent Euh, Villa, ouais. Ils sortent 4 clubs de première ligue. C'est énorme le truc. Au Ouais. niveau de Paris a toujours été critiqué, enfin, entre guillemets critiqué parce qu'ils sont premiers du championnat de France avec 25 points tous les ans. Et il y a une domination sans merci depuis 2011, à part quelques blips de Lille et de Monaco, je crois, et de Montpellier. Euh, Ils ont une domination sans partage et ils ont toujours été critiqués. Oui, pour eux, championnat de France, c'est trop facile. Là, ils ont battu 4 clubs qui sont dans le top 5-6 de la meilleure ligue du monde. Donc c'est quand même remarquable. Euh, Moi, j'ai jamais été fan de Paris Saint-Germain, et alors surtout pas fan du Paris Saint-Germain, Messi, Neymar, Mbappé. Là, ça n'a rien à voir ce qui se passe. Là, ça a rien à voir. Et ce qu'on peut voir aussi, regarde qui est rentré en seconde mi-temps pour le Paris Saint-Germain et regardons qui est rentré en seconde mi-temps pour Arsenal. Non, mais bien sûr, non, mais Ça, bien sûr, alors oui, ça, oui. on a eu cette conversation des centaines de fois avec toi, avec Louis, Corentin, tout le monde. Mais encore une fois, ce qu'on est capable de montrer là est un reflet du mercato de la saison dernière et du mercato hivernal. Mercato hivernal, on n'a rien fait parce qu'il n'y a personne de bien.
Paris, ils sont allés chercher Kvara, 70 millions, je crois. Donc bon, il y a toujours des solutions et des options. Et je pense que le fait qu'on fasse rentrer deux défenseurs alors qu'on court après le score est quand même très parlant de l'endroit où est le club maintenant. Donc c'est pour ça qu'il faut être fier de cette équipe, être fier de ce qu'ils ont fait. Je parle des joueurs, d'arriver à ce niveau-là, dans cette configuration-là, et va pas falloir se manquer. Dernièrement, c'est l'équipe la plus clinique qui s'est qualifiée. Alors je sais que tu adores les stats, notamment les XG. Donc je Ah, vais te donner les j'adore. XG, je vais te donner les XG des deux rencontres, enfin, sur les deux rencontres. Bah, Paris Saint-Germain avait 3,08 XG. Ils ont marqué 3 buts. Ils ont les occasions, ils les prennent, ils marquent, terminé. Arsenal avait 5,11 XG, donc un peu moins du double, et a marqué un seul but. Et je pense que ça, Jonathan, tu peux rappeler pour ceux qui nous écoutent la définition d'un XG? c'est un expected goal. En gros, on note la qualité d'une action. Sur 100 fois où cette action va se passer, combien de fois on va la marquer. Donc, par exemple, euh, là, par exemple, Arsenal aurait dû marquer 5 buts, se sont procurés assez d'occasions en cumulé pour arriver à 5 buts, ils en ont marqué qu'un. En gros, c'est le Donc c'est nombre là, d'occasions que tu as besoin pour marquer un but. en gros, c'est le nombre d'occasions de but que tu as eu, C'est d'occasions de ça. marquer un but. Ok. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est pas clinique. Et c'est pas clinique pourquoi? C'est qu'on n'a pas assez d'armes offensives. On n'a pas assez d'armes offensives. Et peut-être que Saka, Trossard et Martinelli, je ne dis pas qu'ils se ressemblent, mais bon, c'est un petit peu le même genre de gabarit quand même. Là, le seul qu'on avait qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est Merino, ou c'est pas son poste. Il nous manquait Havertz, qui est quand même quelqu'un de plus grand. Et donc, il est peut-être temps, si on veut être au plus haut niveau, d'avoir une palette un peu plus large euh, de personnalité. Donc, On espère un mercato et un effet Bertha très animé dans les mois qui viennent, en tout cas. Ouais, effectivement. Donc je disais, voilà, pas déçu. J'ai perdu le fil. Ah oui, donc je disais, voilà, et moi je suis inquiet pour la PL parce que, donc là, le débrief de la rencontre ou de la double position est terminé. On va forcément se tu veux faire, projeter. tu, Oui, dis-moi. tu veux faire les flops et les tops Oui, d'abord ou on va pas? faire, ouais, on va faire les flops et les tops, ouais. Mais juste pour aller au bout de ma pensée, c'est que il nous reste trois matchs de Ligue de PL, pardon. Euh, on va les rappeler, hein. Newcastle. Alors, Liverpool à Anfield, Newcastle, Southampton. ouais. On est encore deuxième aujourd'hui au classement. Euh, je pense que ce match-là va faire beaucoup de mal dans les têtes, dans la tête des joueurs. Et les dynamiques sont assez contraires. Si je prends la dynamique de Newcastle et la dynamique d'Arsenal, par exemple, Liverpool, je pense qu'ils vont se faire un malin plaisir à nous emmerder jusqu'au bout. Euh, Surtout qu'ils ont laissé tout le monde enfin, ils ont fait beaucoup tourner le week-end dernier et que là, à mon avis, ils vont vouloir mettre un point d'honneur à nous éclater et on a City qui est à 3 points derrière. ouais, il y a City, il y a Newcastle, il y a Chelsea qui sont pas loin. Voilà, donc du coup, la deuxième place, elle est clairement pas assurée. Et je le disais, moi, je suis pas de ceux qui disent que deuxième, troisième, quatrième, c'est pareil. Non, non. Si tu veux être un grand club et si tu veux continuer à être un grand club, sachant que le premier cette saison, tu sais, on est deux fois deuxième. L'année dernière, on termine deuxième à un point de City. L'année d'avant, on termine deuxième à 5 points. Je sais plus, on était à 84 points il y a 2 ans, il y a 89 l'année dernière. Ouais, là, Liverpool, ils mettent une claque à tout le monde, tu vois. Donc, on n'aura pas su, encore une fois, je vais pas faire le bilan de la saison, elle n'est pas terminée, mais on n'aura pas su être présent tout au long de la saison en Première Ligue et il y a encore un boulot à assurer. Et notamment, également, je pense que la fin de saison va être assez importante dans le mercato. On parle du mercato des arrivées, mais dans le mercato des départs. Même si, je prends l'exemple de Saliba. Même si Saliba, il dit qu'il est bien en club, qu'il veut gagner des trophées, etc., je pense que cette année, il a envie d'avoir des certitudes dans les ambitions du club.
Je parle de Rice également, hein. Rice est notre meilleur joueur de la saison, l'un de nos meilleurs joueurs de la saison dernière. Mais Rice, c'est notre meilleur joueur de la saison, mais je pense il est trois crans au-dessus de tout autre joueur. Il a été stratosphérique cette année. Et, et je pense qu'ils ont besoin de voir qu'on est capable d'aller chercher la deuxième place et qu'on est capable encore d'évoluer la saison prochaine. Donc, moi cette fin de saison en PL, j'y vois une grande importance. On va faire les tops et les flops, Jonathan. Toujours commencer par les flops. Euh, Quels seraient tes trois flops sur cette rencontre-là? Thomas Partey, parce qu'il est quand même malgré tout impliqué sur les deux buts encaissés. Beaucoup de balles perdues, très très passif sur le deuxième but. Manque de d'attention, manque de réaction, manque de proactivité. Miles Lewis Kelly qui a eu beaucoup de mal et qui s'est fait sortir à la 68e. Et, euh, et Odegaard. Et Odegaard. Alors c'est marrant, il y a eu un commentaire hier sur notre groupe Discord de Bastien qui disait bon, faut qu'on parle des Odegaard et du brassard là parce que c'est quand même pas ça. Et alors j'ai beaucoup de mal avec cette conversation, mais il rajoute derrière parce que Odegaard, tu lui enlèves le génie footballistique, il y a quand même pas grand-chose. Et c'est une conversation qui est très dure à avoir, mais où il avait raison quand même de souligner ces points. C'est que Odegaard, à chaque match, on espère qu'il déclic, quoi. Chaque fois, chaque fois, on espère qu'il déclic. Et il n'y a rien. Et on le voit tous que Rice est en surbrillance à côté. En surbrillance. Il joue très proche de lui, mais il a un impact qui est monstrueux, qui est aussi en défense est monstrueux. Euh, Va falloir que ça reparte très vite en début de saison prochaine, Odegaard, parce que ça va pas pouvoir durer toute la saison prochaine. À ce niveau-là, en tout cas. Ouais. Donc voilà, partez MLS Odegaard. Odegaard qui a encore gagné 25% de ses duels. Indécision, manque d'instinct. À Et part son tir en première mi-temps, c'est pauvre. tes tops? Bah et toi? Euh, c'est dur parce que j'ai pas vu le match dans l'intégralité comme j'aime les voir et pour pouvoir argumenter mes flops. euh, Forcément, je vais mettre Ødegaard parce que je le disais à Pierrick, le début de match d'Ødegaard me donnait beaucoup d'espoir. Ça frappe, alors que lui d'habitude il frappe jamais, ça frappe cadrée, ça frappe puissante, que Donnarumma arrête. Les 10 premières minutes pardon, de Ødegaard ne sont pas mauvaises, pas du tout. Mais par contre, après, il revient dans ses travers et, euh, et ça fonctionne pas, ou ça fonctionne plus. Et il n'y a pas ce côté décisif, ingénieux. Alors après, si on parle de garde rapidement, la passe qu'il fait à Rice sur le dernier match de championnat, sur le but de Rice, elle est belle et elle est dans du de garde. Mais c'est pas. Elle est anecdotique. Oui, Elle non, est mais oui, anecdotique, cette. elle est pas là pour sauver le bilan de sa saison. Mais donc, Ødegaard, après, pareil, Lewis Kelly a eu une belle entame de match, mais a énormément souffert. Alors, après, oui, on pourrait le mettre dans les flops si on devait définir un flop par les joueurs qui ont été le moins en vue. Mais après, de dire que Lewis Kelly m'a déçu, j'en suis clairement pas là. Et le dernier, ah, je vais reprendre le tien, hein, c'est Thomas Partey, hein. C'est Thomas Partey, et du coup, j'ai envie de te dire que flop pour l'ensemble de la demi-finale, aller-retour, c'est-à-dire pour son carton jaune qu'il a pris bêtement, qui pour moi nous impute quand même grandement sur le match aller, et sur ces détails-là, où enfin, les détails, les deux buts que l'on prend, et puis il n'a pas eu la justesse technique qu'on lui connaît d'habitude. Voilà, il y a eu beaucoup de contrôles lointains, des contrôles manqués, des pertes de balles. Donc voilà mes flops. Côté top, Jonathan. Bah, l'ambiance au Parc des Princes.
Ça, c'était. Moi, je regarde pas de Ligue 1, donc c'est vrai que je vois pas souvent ça. Ouais, l'ambiance au Parc des Princes était assez énervée entre les tifos, les chants des supporters tout le long du match, ça lâche rien. Euh, En Angleterre, on est bien, bien loin du compte. Les feux d'artifice à la fin, c'était un super spectacle. J'ai trouvé ça top. Donnarumma en top, qui sort un super match. Et après, je vais te dire Rice, mais Trossard. J'ai envie de dire Trossard aussi, parce que Trossard, on sait comment on l'aime en super sub. Et Ouais. bah hier, il a fait du super sub, il a dynamité, je trouve, le match plus que tous les autres attaquants réunis. Il m'a plus excité que Saka, Merino et Martinelli ensemble. Clairement, clairement. Euh, je vais mettre Rice. Je vais essayer de rester côté Gunners. Je vais mettre Rice. Je vais mettre Raya. Hmm. Ah, mais Et- c'est pour ça que j'ai mis Ouais, le mais Parc des je vais Princes. m'arrêter là. Ouais, non, parce que, alors, l'ambiance du Parc des Princes, encore une fois, petite anecdote, au début du match, quand les joueurs rentrent sur le terrain, qu'on voit les tifos, etc., je regarde mon pote et je lui dis, voilà, voilà un club, un stade et des supporters au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions. Et le match n'avait Mais pas commencé que déjà, je te dis que Paris, en tout cas sur le côté extra-sportif, a gagné la demi, quoi. À l'aller comme au juste retour, un hein. truc. Juste un point. Euh, En général, tout ce qui est tifo et les marches, comme tu as fait la marche qui va à l'Emirates la semaine dernière, ça, c'est organisé par le Ashburton Army. Et chaque fois qu'il y a des actions comme ça, le Ashburton Army fait des levées de fonds pour tel ou tel projet. Mhm. Là, pour le coup, le dernier qu'ils ont présenté, qui n'était pas spécialement fantastique pour la venue du Paris Saint-Germain, a été refusé par le club. Et donc, c'est le club qui a sorti ce tifo horrible la Mhm. semaine dernière. Mais je sais que la Ashburton Army, qui est le principal club, entre guillemets, enfin le principal groupe ultra, si on peut appeler ça comme ça, ou de rang de supporters, Le seul d'ailleurs, euh, Arsenal, hein. le seul a quand même beaucoup de mal à travailler avec le club. Je sais que leur allocation de nombre de sièges ces dernières années a été grandement réduit. Mhm. Bah, Alors que tu... les artilleurs avaient fait un podcast là-dessus et je crois que de mémoire, l'attribution du nombre de sièges ou d'abonnements pour le Ashton Army, c'est moins de 100 abonnements, je crois, hein. Ouais, il y avait un chiffre assez choquant et surtout que ça a été vraiment d'une saison à l'autre vraiment réduit. Oui. Alors que tu te dis que tu as un phénomène comme ça, au contraire, donne-leur en plus. Donne-leur en plus. Ah, mais non, Donc, mais je suis d'accord. En fait, alors après, il y a deux cultures différentes entre l'Angleterre et la France, notamment, et le Paris Saint-Germain. On a fait un space lundi qui était ultra intéressant, où il y a eu énormément de personnes de Paris qui étaient présentes sur le space là, et notamment une fille dont je n'ai plus le prénom, je m'en excuse, mais son pseudo sur X, c'est la footeuse, qui est une abonnée à Paris, qui est une abonnée d'Auteuil, et qui nous expliquait que son abonnement, elle l'a payé 500 euros et que son abonnement lui donnait droit à tous les matchs au Parc des Princes, toutes compétitions confondues. attends. Mais donc, achètes ton abonnement et après, tu rachètes un ticket pour chaque match? Non, à 500 balles, elle a son siège pour tous les matchs de En Paris. gros, à l'année. Season ticket. Yo. Et donc, du coup, Bah, c'est bien. non, mais voilà. Donc, ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième, Pour 500, pour 500 euros, nous, on peut aller voir deux matchs. C'est nickel. bah, pour 500 euros, tu payais même pas une place en revente de demi-finale aller à l'Emirates. Et deuxième exemple, avec nos amis de l'assaut Le Meilleur du PSG, qui commencent à avoir des accréditations terrain pour avoir un photographe bord terrain, etc. Le Paris Saint-Germain devient très proche de ces associations, j'ai pas parlé de supporters, mais des associations qui parlent du club et qui mettent le club en avant et qui proposent des contenus, etc.
Alors que, et là, il y a pas de côté de jalousie, quoi que ce soit, mais quand on prend l'exemple d'Arsenal, la seule asso reconnue en France, et encore une fois, c'est factuel et il n'y a aucune critique de ma part, hein, c'est, Arsenal Supporter France, voilà, ASF, F. Supporter France, ouais, c'est ça, ouais, qui a son drapeau sur l'une des toiles de l'Emirates, euh, mais qui propose aucun contenu, qui a un site internet qui est, si on compare à celui d'Arsenal French Club, euh, assez moyen, et qui dispose, je crois, de 6 places par match. Donc tu payes un abonnement et t'espères pouvoir acheter une des places. Je trouve quand même que l'écart, il est assez extraordinaire. Et sur le match aller, puisque moi j'étais à l'Emirates, les supporters parisiens qui étaient au nombre de 2500, puisque la jauge avait été diminuée de 3000 à 2500, je le répète parce que j'en ai parlé dans le space et j'en ai parlé avec vous sur Discord, etc. On chantait de la première à la dernière minute, mais ils n'ont pas arrêté de chanter, de sauter, de danser, ce que tu veux. Et tu avais ce fameux groupe de supporters d'Arsenal qui était une centaine. Mais comment tu veux à 100 déjà concurrencer le COP des Away qui est à 2500 et qui est dans la même tribune, dans Clock End? Comment tu veux lancer des chants pour 60 000 personnes ou 57 500 supporters d'Arsenal quand tu es une centaine? La marche était exceptionnelle, vraiment. Je pense que ceux qui sont à Londres un, un jour de match à enjeu et qui peuvent vivre ça, franchement, allez-y. Et Ashburton Army communique toujours à l'avance Ouais, dessus, 3 4 jours avant, ils le disent. en gros, pour ceux... Attends, ok, je regarde juste combien de temps il nous reste. Allez, je fais vite. En gros, pour ceux qui connaissent les Emirates, vous avez la boutique qui est côté Clock End, la boutique officielle du club. Quand vous êtes face au club, c'est là où il y a les deux canons qui se... Sur le rond-point. Voilà, au rond-point. Tu as la boutique et quand tu es face à la boutique, tu as un tunnel à ta gauche, là où il y a toutes les peintures de de ce peintre qui est connu, dont le pseudo est... North euh, Banksy. Merci beaucoup, Jonathan. On voit que tu es plus jeune que moi, tu as encore de la mémoire. Et que d'ailleurs, j'ai rencontré, pour la petite anecdote, que j'ai rencontré la veille du match, donc le lundi soir. Il est en train de faire la peinture de Bergkamp et j'ai pu discuter avec lui un petit quart d'heure. Super gars, c'est assez fou la qualité des peintures. Donc voilà, donc je reviens, tu as ce tunnel-là, et quand tu passes sous ce tunnel-là et que tu vas tout droit, tu as un premier pub qui s'appelle The Tollington, qui est un des repères des supporters d'Arsenal. En même temps, quand tu es autour du stade, tous les pubs sont blindés de supporters. Et toujours en continuant, tu as un autre pub qui fait l'angle, qui s'appelle The Eaglet, et c'est le QG de Ashton Army. Et c'est de là que partait la marche. Donc tu as à peu près 500 mètres de marche qui est faite, tu vois. Et franchement, l'ambiance, elle était top. Moi, avec mon pote, on s'est mis au milieu de la marche, on s'est mis un peu devant pour faire des photos. Notre pote Perrine qui était avec nous, dont vous pouvez voir la qualité des photos sur les réseaux sociaux, on a encore mis quelques photos hier avant le début du match. On a vraiment kiffé. Sachant que la marche parisienne venait de l'autre côté, elle venait de la station de métro Arsenal et arrivait par de Bank. Donc aucune chance que que les deux se croisent. Mais franchement, super. Et après, tu arrives dans le stade et honnêtement, c'est le chaos. C'est vraiment le chaos. Et je discutais avec des Anglais qui me disaient, à force de vendre cher des places pour que les touristes puissent venir voir le match et que les supporters restent dans les pubs, voilà ce qui se passe. Le jeudi matin, avant de reprendre l'avion, j'étais dans un autre bar, côté Gunners Pub, dans ce quartier-là. J'ai plus le nom. Je discutais avec la serveuse et je lui demandais comment était l'ambiance, etc. Donc elle me disait ambiance vraiment cool, etc. Sauf que faire 2 heures et demie de ménage après une défaite, c'est toujours très compliqué, alors que quand c'est jour de victoire, elle le fait avec grand plaisir. Et ils étaient 600
dans le bar. 600 dans le bar. À mettre un feu, pas possible. Le Tollington, c'était sold out. Le bar dont je te parle là, c'était sold out. Le Gunners Pub, c'était sold out. C'est-à-dire que si tu arrives avec ton maillot, il y a même une photo où on voit des gens qui regardent le match par la fenêtre parce qu'ils n'ont pas accès au bar, tu vois. Et effectivement, peut-être que le fait de donner l'accès et de vendre des places chères et de ne pas permettre aux vrais fans, supporters qui connaissent les champs et qui ont envie de pousser l'équipe, bah, c'est le résultat que tu as aujourd'hui. Enfin bref, Je sais pas, après, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en Angleterre aussi, suite au drame d'Hillsborough en bien sûr. 1989, suite aux hooligans et ce genre de choses, L'augmentation des où ils ont. tarifs a été une façon de contrer le hooliganisme, hein. Et donc, bon, parallèlement à ça, je sais que pour le dernier match contre Bournemouth, il y avait énormément de places vides. Et il y avait énormément de tickets à la revente aussi, des season ticket holders qui pouvaient pas l'utiliser, qui les ont remis. Et bon, là, vu la fin de saison en Première Ligue, c'est un peu plus compréhensible que il n'y ait pas la même affluence pour les matchs, étant donné qu'on sait que la saison est cuite. Mais bref, l'ambiance, je trouve, au parc était vraiment super. Et bah, on n'a pas entendu les supporters d'Arsenal, quoi. C'était, Alors après, on les a pas entendus, c'est une certitude. Après, je vais quand même j'aimerais quand même me renseigner pour ceux qui étaient au match, notamment Raph, le pote à Méchat, qui a déjà fait des, des podcasts avec nous, qui était au stade. Et il faudrait quand même que je lui demande, parce qu'il m'a envoyé pas mal de photos, de vidéos du COP des Gunners. Mais au Parc des Princes, c'est quand même très compliqué de te faire entendre de façon très générale. Jonathan, on arrive sur la fin de cet épisode. Rendez-vous dimanche à... Le match, il est à 17h30, heure française, pour un déplacement qui s'annonce très compliqué à Liverpool. Il va falloir que Mikel Arteta remobilise vite les troupes, qu'il fasse peut-être aussi tourner certains, qu'il laisse sa chance à d'autres. Je voulais pas faire un podcast trop long parce que je pense que les lendemains de défaite, c'est un peu compliqué. Euh, Mais moi, oui, voilà, j'aurais aimé faire des focus sur certains joueurs, notamment Martinelli, qui est toujours très clivant. Mais moi, je trouve que sur la confrontation aller-retour, quand tu as un monstre comme Hakimi en face de toi, manger Hakimi, c'est pas tous les jours facile. Et sur les deux confrontations, il a quand même eu plusieurs euh, phases de on est pas jeu mal où sorti. ouais, il s'en est pas mal sorti, vraiment pas mal sorti. Et mais encore une fois, sur le match aller, il a la balle du 1-0, pas du 1 partout, pardon, que Donnarumma sort. Et sur le match retour, il a ce fameux plat du pied gauche sur la longue touche de Partey, où voilà, c'est certainement ce qui lui manque, c'est d'être chirurgical et d'être un des piliers offensifs de cette équipe-là. Euh, le petit retour sur le petit bilan sur les réseaux sociaux, vous invitez toujours à nous suivre. La nouvelle page Facebook qui a été recréée, qui s'appelle Gunners French Club, en lieu et place d'Arsenal French Club qui a été banni. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la page. Les réseaux X et Instagram, ça ne bouge pas, on est toujours présent, on essaie toujours de vous proposer d'excellents contenus. Le site internet, vous allez pouvoir retrouver déjà les notes du match d'hier et vous allez pouvoir apporter votre propre contribution en notant chacun des joueurs selon votre façon de penser et d'analyser le match de chacun d'eux. Vous allez également retrouver cette nouvelle boutique en ligne avec les cadres designés par Lucas, notre graphiste, et qui sont toujours en vente. Et pour finir, le podcast Coup de canon. N'hésitez pas à liker, à mettre 5 étoiles si vous aimez bien. Si vous aimez pas, bah, abstenez-vous de mettre une étoile. Ça serait cool pour nous. Et puis on attend vos commentaires sur votre ressenti, sur ce qui a été dit pendant cette petite heure, peut-être 15-20 de podcast. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui l'écouteraient aujourd'hui, une bonne fin de semaine et on vous donne rendez-vous, je ne sais pas encore avec qui, dimanche pour débriefer du match de Liverpool. Jonathan, passe une bonne journée. Merci pour ta présence. C'était bien cool de refaire ça avec Avec toi. plaisir. Et puis, Common Gunners, ciao, ciao! Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.